Description d'un fluide de repos. À l'issue de cette leçon, vous saurez expliquer le lien entre grandeur macroscopique et comportement microscopique des entités qui composent un fluide. Vous saurez utiliser la loi de Mariotte et de Boyle, et vous saurez utiliser la relation fondamentale de la statique des fluides. Les prérequis pour cette leçon. Bien connaître les différents états de la matière, et bien avoir assimilé la notion de masse volumique. Il y aura 2 travaux pratiques concernant cette leçon, des exercices d'application. Rappel sur les différents états de la matière. Que se passe-t-il quand la matière change d'état? La matière peut être présente sous ces 4 états. La forme solide, c'est la forme de matière la plus condensée. Ensuite, la forme liquide, où les particules commencent à être en mouvement les unes par rapport aux autres. La forme gazeuse, dans laquelle les particules sont dans un mouvement complètement désordonné et les contacts sont moins fréquents. Et enfin, l'état plasma, qui est un gaz de particules ionisées. Il faut bien se souvenir des différents changements d'état et des noms des transformations. Le passage d'un solide à un liquide s'appelle la fusion, alors que le passage du liquide à un solide s'appelle la solidification. Le passage du liquide à un gaz s'appelle la vaporisation. La transformation à faire s'appelle la liquéfaction. Le passage du solide au gaz s'appelle la sublimation. C'est ce qui se passe par exemple dans les coussins des airbags. Et le passage d'un gaz à un solide s'appelle la condensation. Le gaz au plasma s'appelle la ionisation. Et lorsqu'un plasma repasse à l'état gazeux, il se déionise. Dans cette leçon, nous allons nous intéresser principalement à 2 états particuliers de la matière. Tout d'abord l'état solide et ensuite l'état fluide. Que faut-il savoir? L'état solide est un état condensé de la matière. Par définition, l'état solide est un état de la matière caractérisé par l'absence de liberté entre les particules qui le constituent, c'est-à-dire molécules, atomes ou ions. Les critères macroscopiques de la matière à l'état solide sont qu'un solide possède une forme propre, et donc le solide possède un volume propre. En revanche, un état fluide, cela concerne uniquement les liquides ou les gaz. On les caractérise par un état dispersé de la matière. Par définition, les états fluides sont des milieux matériels parfaitement déformables, donc ils épouseront la forme du contenant. On regroupe sous cette appellation les liquides, les gaz et les plasmas. Les gaz et les plasmas sont très compressibles, tandis que les liquides le sont très peu. Macroscopiquement, un fluide qui est au repos n'a pas de mouvement d'ensemble, mais quand on regarde à l'état microscopique, on peut remarquer que les constituants sont en perpétuel mouvement désordonné, que l'on appelle souvent le mouvement brownien. Cela est dû aux interactions électrostatiques que nous avons vues dans la leçon précédente. Comment peut-on expliquer le lien entre les grandeurs macroscopiques et les particules constitutives de la matière? Eh bien, tout d'abord, il y a la masse volumique, qui est le rapport de la masse d'un corps sur le volume qu'il occupe. On peut rapprocher cette grandeur de la proximité entre les entités. En effet, dans les liquides, ces particules sont en contact, alors que dans les gaz, les particules sont dispersées. Une autre grandeur caractéristique est la température. Elle est reliée à l'agitation des entités. En effet, lorsque la température augmente, aussi bien dans les liquides que dans les gaz, la vitesse du mouvement des particules est augmentée. Et enfin, la pression, quant à elle, est reliée au choc des entités sur les parois du contenant. Des forces à la pression. Rappel, qu'appelle-t-on la force pressante? Lorsqu'un fluide au repos est au contact d'une paroi d'un contenant,
Il exerce sur celle-ci une force dite pressante, dont les caractéristiques sont les suivantes. La direction de cette force est perpendiculaire à la paroi. Le sens de la force pressante, elle est du fluide vers la paroi. Et enfin, sa valeur s'exprime en newton. Et elle peut être calculée si l'on connaît la pression interne et la surface sur laquelle le fluide s'appuie. Une pression s'exprime en pascal et une surface en mètres carrés. La pression. Dans le système international, elle s'exprime en pascal, mais il existe bien d'autres unités. Elles peuvent être étrangères, ou certaines sont françaises, mais sont tombées en désuétude. Il existe des appareils pour mesurer une pression dans différents domaines. Par exemple, en météorologie, un baromètre mesure la pression atmosphérique, alors qu'un manomètre, lui, mesure la pression d'un fluide enfermé généralement. Et chez le médecin, le tensiomètre, quant à lui, mesure la pression artérielle. Et sur l'appareil, la pression artérielle est mesurée en millimètres de mercure. Deux relations à connaître. Tout d'abord, une relation qui concerne les fluides dits incompressibles, tels que les liquides au repos. On la nomme la loi fondamentale de la statique des fluides. Que dit-elle? La pression dans un liquide augmente avec la profondeur, de telle façon que la pression, à une certaine profondeur que l'on appellera H, est directement proportionnelle à la masse volumique du fluide, de l'intensité de pesanteur du champ terrestre et de la profondeur. Attention aux unités, une masse volumique s'exprime en kg par mètre cube. L'intensité de pesanteur peut avoir plusieurs unités. Normalement, c'est une accélération de pesanteur, donc en mètres secondes moins 2, et la profondeur mesurée en mètres. La différence de pression entre deux positions, donc deux altitudes, reste proportionnelle à la différence d'altitude. Donc si on prend une position initiale, PI, où il y règne une pression PI, et une position finale où il y régnerait une pression PF, et bien lorsque l'on fait la différence de ces deux pressions, on remarque qu'elle est toujours proportionnelle à la masse volumique du fluide, à l'intensité de pesanteur et à la différence d'altitude, pour passer de l'altitude ZI à une altitude notée ZF. Une différence de pression s'exprime toujours en pascal. Autre relation, qui a été normalement déjà vue en classe de seconde, c'est la pression dans un fluide dit compressible. C'était le cas des gaz. On l'a vu en classe de seconde sous l'appellation la loi de Mariotte et de Boyle. La loi de Mariotte, petit rappel, le produit de la pression d'un gaz par le volume V qu'il occupe à une température constante pour une quantité de matière constante est une constante. Cela veut dire que pour deux états différents, le produit PI par VI est égal à PF fois VF, qui est une constante. Et quand on regarde d'un peu plus près, cette constante dépend de la quantité de matière de gaz emprisonné, de la température du gaz et d'une constante dite des gaz parfaits. Remarque, en classe de seconde, on a dû voir que cette relation était valable pour les faibles pressions. En bref, voilà ce qu'il faut retenir de cette leçon. Trois relations fondamentales qui régissent les fluides. Tout d'abord, la force pressante d'un fluide se calcule
par le produit de la pression et la surface sur laquelle le fluide agit. Attention aux unités, la force est en newton, la pression en pascal et la surface en mètres carrés. Ensuite, pour les liquides, les fluides compressibles, le produit de la pression par le volume d'un gaz est une constante, à condition bien sûr que lorsque le gaz va changer de volume, sa température reste constante. Donc il faut des détentes ou des compressions qui s'effectuent de manière très lente. Et enfin, dernière relation, la loi fondamentale de la statique des fluides, qui permet de calculer la différence de pression entre deux profondeurs différentes. Bien avoir compris que cette différence de pression est proportionnelle à la masse volumique, au champ de pesanteur et à la différence d'altitude.